Et donc pour cela, je le disais tout à l'heure, on va profiter de cette fin d'émission, pas pour faire le bilan équipe par équipe, parce que sinon on va pas s'en sortir, ça va durer 7 heures, ça sera rébarbatif et inaudible. Donc on va essayer de faire un bilan un petit peu général de la chose. Vous avez pu le suivre sur Lucarno Posé, je vous rappelle que Hello est partenaire du tournoi Maurice Révélo, que l'on a même l'immense privilège de remettre un prix. D'ailleurs, je peux même vous montrer le joueur à qui on a remis un prix. Parce que voilà, hein, en même temps, on va se faire notre autre promo. Voilà, je vous montre l'image, c'est Ricardo Philippe. C'est un Panaméen parce que vous l'avez peut-être. Ouais, le Hello Awards, c'est écrit hein, sur la coupe, prix du joueur Lucarno Posé. D'ailleurs, petite anecdote, après cette photo, parce que je lui ai remis la coupe et tout sur le terrain et tout, et après on est allé l'interviewer en fin de match. Et. Et on lui a demandé de poser pour la photo. Et après la photo, il avait juste rien compris de ce qui se passait, hein. Les mecs, ils venaient de gagner et tout, ils ont rien compris. Il a rien compris. Et il commence à me dire, c'est quoi ce prix? C'est quoi cette coupe qu'on m'a donnée? Donc c'était assez rigolo. Mais bon, voilà, on revient sur le Révélo, je le disais, qui a été, vous l'avez peut-être suivi sur Halo, remporté par le Panama. On va justement essayer de faire un petit focus sur les planètes, les sélections de la planète Halo. On va essayer d'y aller rapido sur chaque. C'est pas la première fois qu'une équipe CONCACAF remporte. Si, complètement, et c'était en gros l'année de la CONCACAF parce que c'était une finale de Gold Cup, c'était Panama-Mexique. Moi, j'avais un peu vanné là-dessus en disant c'est bien, la France va découvrir ce que c'est qu'est la Gold Cup. Il y avait 3 représentants de la CONCACAF, il y en a 2 qui sont allés en finale. Il y en a un qui vient là régulièrement, le Mexique vient là tout le temps. Panama était venu l'année dernière, avait séduit beaucoup de monde. Ils sont revenus cette année avec des joueurs qui étaient déjà là l'année dernière. Ricardo Philippe, c'était déjà là. Le 10 que vous voyez de dos, qui a été élu deuxième meilleur joueur du tournoi, qui s'appelle André Aurelien, qui est un joueur absolument magnifique. Si Panama allait plus loin l'année dernière, je pense qu'il était sur le podium des meilleurs joueurs du tournoi. Il y est cette année. À titre personnel, je lui aurais remis le titre de meilleur joueur du tournoi, mais voilà, ça c'est un autre élément. Donc oui, oui, c'est la première fois qu'une équipe. Je pense pas que le Mexique. Ah, peut-être que le Mexique a gagné le Révélo. J'ai un doute. Il faudrait regarder le Euh, palmarès. Je t'avoue, je le connais pas par cœur. je Peut-être que crois que le Mexique ne l'a pas gagné, hein. ils vont Si? pas très très loin avec Lainez, Ah si, 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 oui, si, bah avec si. Diego Lainez, 2018 ou 2019. Non, là j'y étais, c'est pas eux qui ont gagné, c'était l'Angleterre quand j'y étais, mais oui, exact, je crois que le Mexique l'a gagné. Et j'ai tendance à oublier que le Mexique est dans la Et ouais, CONCACAF. Mexique, c'est CONCACAF. Ouais, Donc effectivement. voilà. Bon, en tout cas, ce qui est certain, et c'est là où c'est important pour Panama, et d'ailleurs, il y a eu jusqu'au président de la République panaméenne qui a tweeté. Imaginez le truc, parce que c'est le premier titre, deuxième titre, troisième titre majeur de l'histoire de Panama, hein, parce que c'est pour eux considéré comme un titre majeur. C'est un tournoi U23. Le Mexique a gagné en 2012. Merci Rudy. Euh, ils avaient gagné une coupe, j'ai mangé le nom, des Caraïbes, Coupe des Caraïbes dans les années 50. Et ils avaient gagné, je ne sais plus quoi, en 2005, je crois, un tournoi U20 ou je sais plus quoi, j'ai oublié. Mais en gros, c'était le troisième titre et le président de la République a carrément tweeté sur le sujet en expliquant que c'était un grand jour pour Panama et pour le football panaméen. Donc voilà, il va y avoir une répercussion sur cela. Ça entre dans un cadre dont on va parler dans un instant pour Panama. Mais donc, je le disais, on va essayer de voir un petit peu par le Panama s'est fait. Ouais, ouais, hein, ouais, 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 un petit peu. Et Panama qui avait accroché la France en match d'ouverture l'année dernière avec André Aurelien qui fait une Panenka sur la séance de tir au but. Et Panenka que j'avais annoncé en tribune en disant vous allez voir, il va envoyer une Panenka. C'était amusant. Bref, on va commencer donc, je le disais, pour les sélections de la planète Hello. On va pas faire les Africains tout simplement parce que c'est pas une région que je connais et parce que, pour dire les choses, on n'a plus de spécialistes Afrique sur le carnet opposé pour en parler véritablement. Donc, on va commencer par les clowns habituels. Alors, il y a eu une affaire qui concerne un clown africain. Et ça a été bien documenté par le Révélo. Il y a eu aussi l'affaire de la Bolivie. euh, qui finalement ne nous surprend pas trop à nous sur Lucarne Opposé dans la façon dont ils ont agi, puisque la Bolivie était invitée au tournoi. La Bolivie a fait de la Bolivie, c'est-à-dire que tout le monde, tous les suiveurs du football bolivien, tous les journalistes boliviens ont leaké, ont fait fuiter le casting du tournoi au mois de mars, ce qui est absolument Ah, ça c'est scandaleux. magnifique ça. C'est absolument scandaleux. Et donc, ils ont, pour dire les choses, et les tweets sont faciles à retrouver, mais je ne mettrai pas les liens, ils ont leaké une copie
de la lettre envoyée par Alain Révélo, qui est le président et le directeur du tournoi, avec dessus toutes les sélections qui étaient invitées. Ils ont fait fuiter ça au mois de mars, donc le Révélo n'avait rien annoncé forcément, pour déclarer qu'il ne viendrait pas finalement au dernier moment, une semaine avant la compétition. Et les motifs ont été absolument extraordinaires, c'est-à-dire qu'il y a eu, au début, ils ont commencé à dire que c'était des problèmes logistiques, en gros ça coûte cher, blablabla, le traditionnel de la Bolivie, hein, on n'a pas d'argent, on sait très bien où passe l'argent en Bolivie, hein, il sert à nourrir les banquets de ceux qui accompagnent la délégation, voilà, ça c'est pas une balle perdue, elle est envoyée directement, il faut toujours viser la tête, il paraît. Et ensuite, ils ont commencé par dire qu'en fait, non, il y avait un problème, c'est que ça venait tamponner des matchs de Libertadores, de Bolivar et de Strongest, et ça venait tamponner aussi les matchs de la sélection A, donc ils n'allaient pas pouvoir envoyer des jeunes. Ce que l'on va retenir de ces clowns-là qui continuent de polluer le football bolivien, et on le suit, nous, en Âme Sud, on sait que ce football-là, il y a de la qualité, parce que cette sélection U20 qu'on aurait pu voir au Révélo a fait un super Sudamericano. Elle a été véritablement très intéressante à suivre pendant le Sudamericano. Pablo Escobar, rien à voir, est arrivé à la tête de cette sélection et on a fait quelque chose de très cohérent. Elle a été vraiment très intéressante et à titre personnel, moi je me réjouissais de la voir au Révélo, voir comment ça allait continuer à avancer. Une fois de plus, ces jeunes-là sont sacrifiés. Une fois de plus, la fédération fracasse son propre football. Voilà, c'est terrible, c'est la Bolivie. Je ne sais pas quoi dire de plus sur cette Bolivie. On est habitué, hein, Pierre, avec la Bolivie, hein. Bah ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai, j'ai confirmé oui, oui de la tête, mais le Sudamericano, ils avaient fait des choses intéressantes, hein. Pour le coup, la Bolivie, ils avaient accroché pas mal de sélections. Ils avaient bien résisté contre l'Uruguay, contre le Chili. Ils avaient pareil contre le Venezuela. C'était un excellent match. Donc, ça aurait été bien de les avoir au Révélo, mais Voilà. c'est la Bolivie. C'est la Bolivie. La pire sélection. La pire sélection. Hein. Bolivie, pire sélection avec le Venezuela en termes de. Ça surpasse toutes les autres, hein, oui. clairement. Enfin, pire sélection, pire fédération, voilà, hein, pour dire les choses. Pire fédération. Pire oui, fédération, oui. parce qu'entre les conflits d'intérêts, la corruption, l'argent qui est détourné. Le choix du sélectionneur, tout, il n'y a rien qui va. Les espèces de lobbies, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien qui va. Et voilà, donc ce sont ces jeunes-là. Et voilà, il était important quand même d'envoyer une petite charge contre la Bolivie. Ça ne changera rien, hein, parce que de toute façon, c'est toujours les mêmes qui continueront de prendre le fric de ces jeunes-là. Mais voilà, la Bolivie n'était pas là, c'était la première déception. L'autre déception, elle est toujours sud-américaine, c'est le Venezuela, qui avait été finaliste l'année dernière et qui a aujourd'hui, c'est bien parce que ça fait la transition avec Pierre qui disait les deux pires fédérations. Venezuela a toujours des joueurs très intéressants. Il y avait beaucoup de joueurs, je crois que c'était 14 joueurs de la délégation qui étaient déjà là l'année dernière. Donc avec cet esprit de revanche, et c'était très clair, hein, il y avait le joueur Hello de l'année dernière, Andrés Ferro, qui d'ailleurs dès le premier match a dit que l'objectif c'était de prendre la revanche sur l'année dernière. Le problème du Venezuela, c'est qu'il est, et Pierre le disait à l'instant, le choix des sélectionneurs a été plombé par son sélectionneur, très concrètement, qui a mis des ambiances délétères à chacun des matchs. À chacun des matchs, le Venezuela n'a pas gagné un match dans ce tournoi, 3 matchs nuls en phase de groupe et une défaite en classement contre le Maroc. La dernière image que les gens au Révélo vont retenir du Venezuela, c'est le sélectionneur vénézuélien. C'est le sélectionneur, les joueurs qui se barrent à la fin du match contre le Maroc, qui ne prennent pas leur coupe du match de classement, et surtout le sélectionneur qui braille sur l'arbitre du rond central jusqu'au vestiaire, accompagné par les services de sécurité. C'est à l'image de ce qu'a fait le Venezuela. On parle de fédérations qui continuent de plomber des jeunes. Venezuela, on les voit chez les jeunes, on voit certains de leurs jeunes en Libertadores, ça commence aussi à s'exporter, il y a de la qualité dans cette équipe-là, mais c'est plombé. Et là, très clairement, j'envoie toutes mes pensées, par exemple, à Yerson Chacon, qui était le long de la ligne de touche, devant son banc de touche, et qui ne pouvait pas faire un pas sans que le sélectionneur lui hurle dessus en continu. C'était un enfer. Vraiment, ça a été un enfer. Et comme par hasard, le Venezuela finit 8e et n'a strictement rien montré, alors qu'il était finaliste l'année dernière et avait quand même bien bougé les Bleus qui étaient bien plus forts l'année dernière. Ouais. Nico, je te coupe, c'était toujours parce qu'il me semble l'année dernière, c'était des femmes les arbitres. Il y en avait. Là, c'était toujours le cas. Non, ça dépendait des matchs. Ça dépendait des matchs. Il y avait un trio féminin et ouais, il y avait c'est mélangé.
Ah, Voilà. puisque ça aurait pu. Voilà. Non, l'année dernière, c'était 100% féminin, mais là, c'était plus le cas. Ok. Non, non, ça n'avait rien à voir avec le sexe de l'arbitrage que le sélectionneur. Il braillait sur tout le monde et a commencé par ses joueurs. Enfin, il mettait un climat de tension pas possible et finalement, le Venezuela n'a fait que mettre des coups dans ce tournoi, n'a rien montré. Donc, les déceptions sont sud-américaines. On va passer à ceux de la planète Hello qui ont montré des choses un peu plus intéressantes. On va écarter donc de fait chez les Asiatiques le Qatar. Il y a eu des petites choses intéressantes, des petites bribes par moment. Mais on ne sait pas trop ce que veut faire cette sélection. Et là, c'est important parce que va y avoir la Coupe d'Asie. On a le Qatar, la Gold Cup, qui fait des choses avec Queiroz. Bon, enfin, il fait pas grand-chose, mais il avance. Voilà. Chez les jeunes, on se souvient, on en a déjà beaucoup parlé sur Hello, des projets Aspire Academy qui ont permis de monter un Qatar qu'on a vu, hein, avec Baptiste notamment, exploser à la Coupe d'Asie 2019 où ils ont vraiment ravagé tout le monde. Et c'était la conclusion de ce projet Aspire Academy. Je l'ai déjà dit dans des lives, mais je vais le dire ici aussi. J'ai posé la question aux sélectionneurs des U21, U22 Qataris, je ne sais plus quelle sélection c'était. À la fin du premier match, justement, quelle était la suite de ce projet Aspire Academy. Et sa réponse a été de dire qu'il n'y avait que 2 jours fériés au Qatar, la fête nationale et la journée du sport, preuve que le Qatar investit dans le sport. Voilà. Ça vous en dit long sur le projet qatari à long terme. Ça te fait un concurrent de moins pour la Corée du Sud U20, hein, Baptiste. Bah, c'est pas très. En U20, on s'en fout un peu, donc. Ou pour les Jeux d'Asie, en Mais U23. pour les Jeux. Ah oui, bah, pour les Jeux d'Asie en général, s'ils sont sérieux, ils n'ont pas trop de concurrents. Ouais, voilà. Par contre, il y en a 2 qui sont assez intéressants. Il y en a un dont on parle beaucoup en ce moment, forcément, mais pas pour les bonnes raisons. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'Arabie Saoudite, qui a toujours, hein, et ça, Baptiste pourra vous le confirmer, que ce soit les clubs ou la sélection, a été une puissance forte du football asiatique, toujours. Qui a envoyé une sélection cette année qui a été très, très, très intéressante dans sa volonté de toujours jouer au football, pour le coup. Ils ont terminé 6e du tournoi et ils ont vraiment été l'une des sélections les plus agréables à suivre. Sur le terrain, en dehors, c'était un peu plus compliqué. Je dirais pas tout, mais apparemment, c'était très compliqué de gérer les joueurs au quotidien. Et c'était très compliqué de les interviewer aussi, puisque les conférences de presse d'après-match ont passé par un interprète. Ce qui peut paraître logique, hein. Vous posez votre question, il y a un interprète qui pose la question au sélectionneur, sauf que la réponse ne nous était pas traduite. L'interprète nous disant qu'il nous enverrait le script de la réponse après, ce qui est pratique pour une conférence de presse d'après-match. Voilà, c'est la seule limite avec l'Arabie Saoudite. Mais sinon, sur le terrain, c'était intéressant. Et puis, il y en a une qui va te faire particulièrement plaisir, Baptiste, c'est l'Australie, qui termine 3e. Je t'ai vu hocher. Et qui a vraiment montré de très belles choses. Qui, très franchement, est à peu près la seule équipe, une fois que Panama s'est mis en route. Je vais mettre le premier match de côté pour Panama parce qu'ils ont raté leur premier match, mais qui est la seule équipe à avoir vraiment pris le dessus sur Panama pendant quasiment tout le match. Ils ont juste. Je pense que l'Australie va se demander encore comment elle a perdu sa demi-finale. Enfin, si elle regarde les images, elle comprendra. Elle s'est tuée toute seule. Mais voilà, Australie qui a été l'une des très très belles équipes. Ils font rien de fou, mais ils le font très bien. Avec quelques joueurs intéressants. Je ne vais pas donner des détails de joueurs ici parce que voilà, c'est des gamins, donc on va les laisser grandir. Mais voilà, il y a des joueurs qui commencent déjà à s'exporter, puisque je crois qu'il y a Marco Tilio qui a signé au Celtic, c'est ça? Où est-ce qu'il a signé Tilio? Bonne question, je sais pas. Bah, demande Baptiste, t'es spécialiste australien. Est-ce Ah, que j'ai vu passer. tu Bon, c'est pas grave, j'ai oublié. C'est pas Mais bien. si c'est au Celtic, ça va plaire d'Aaron Moy, non? C'est possible. Je crois que c'est au Celtic qu'il arrive, ouais. De toute façon, le Celtic est aujourd'hui en Europe l'un des seuls clubs qui fait ses courses uniquement pratiquement en Asie, c'est le Celtic, hein. Faut Ouais, 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 ouais. regarder Ouais, le et nombre de quelques joueurs Allemands aussi, parce que asiatiques. tu vois, par exemple, il y avait les frères Kuol. Il y en a un qui est en Angleterre, mais qui a joué en Écosse. Il y a l'autre qui est en Allemagne, je crois, qui est à Stuttgart. Aliou, je crois qu'il est à Stuttgart. Et Garang, il était prêté en Écosse par Newcastle. Il y a le petit Rankunda qui devrait pas tarder, mais lui, il n'était pas au tournoi. Bon, enfin, bref, voilà, attention aux jeunes Mais Asiatiques. voilà, et Postecoglou, il s'est recruté en Asie. Voilà. Mais il y est plus, donc Bah, il est à Bah, il n'y était Tottenham. plus, mais il est à Tottenham maintenant. Donc, il faudra voir si Tottenham va faire son marché en Asie.
Voilà, donc voilà, l'Australie, j'ai oublié de mettre la photo, mais voilà, l'Australie, belle surprise de ce tournoi, médaille de bronze, et effectivement, on le disait en ouverture, Pauvre niveau hein, du tournoi, visiblement. Hein. non, 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 franchement, Finir voilà, troisième, l'Australie troisième. bah, C'est que c'était pas ouais, fameux. Hein. par Ah bah, rapport au reste, franchement, ouais, tu vois, je suis déçu. Hein. je vais pas évoquer le Donne-moi le Japon. numéro de Monsieur Revello. Hein. Je vais lui refaire ses équipes. Moi, hein. Aïe, aïe, aïe. Baptiste qui doit tracher l'Australie. Je parlerai pas du Japon parce que c'est toujours très particulier. Le Japon, c'est toujours extrêmement intéressant et plaisant, les matchs du Japon. Le truc, c'est que cette année, ils ont envoyé des lycéens et des universitaires, donc c'est très compliqué de juger. En gros, ils envoient des U18 qui vont se frotter parfois à des U23, et donc forcément, il y a un moment où ça se voit. Bah Euh, ouais, parce que je pense que eux, comme ils ont les Asian Games, ils vont pas monopoliser en fait leurs joueurs pendant Il deux y avait, compétitions. En plus, il y avait la Coupe du il Monde y avait de la Coupe du vin Monde du en vin même surtout. Hein. temps. Bah ouais, ouais. Il y a aussi bientôt, il y a bientôt aussi, là, bah, il y avait la Coupe du Monde la Coupe d'Asie U17 qu'ils ont gagnée. Il va y avoir aussi, donc je pense qu'il va y avoir la Coupe d'Asie moins de 23 ans. Donc je pense que bon, Ouais, ouais, il y a on beaucoup va de éviter rendez-vous pour les de. U23 en fait, au C'est sens large ça. du terme. Il y a beaucoup, beaucoup de rendez-vous. Je pense que ça sera plus puissant l'année prochaine pour le Japon. On en parlera peut-être dans un instant. Et on va terminer donc sur la CONCACAF, qui est la grande gagnante hein, finalement de ce tournoi, puisqu'ils font 1 et 2 avec cette finale Panama-Mexique. Le troisième, c'était le Costa Rica, qui a, bon, pour le coup, montré ses limites, a été voilà, assez limité sur certaines choses. Ils ont quand même un joueur absolument exceptionnel qui est Brandon Aguilera, leur capitaine. Vraiment, je vous encourage à essayer de voir ce joueur-là, qui est vraiment au-dessus de ses coéquipiers, hein, pour dire les choses. Comme on disait pendant le tournoi, c'est un garçon qui n'a qu'un pied, qui a qu'un pied, le gauche. Mais alors, mon Dieu, quel pied gauche. Donc voilà, c'est celui qui met le but absolument exceptionnel face à la France, si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Costa Rica semble un petit peu en deçà, et c'est là où je veux en venir parce que c'est intéressant et ça continue de s'inscrire dans ce que l'on essaye de décrire, notamment dans les soirées Gold Cup en ce moment. Il y a quelque chose qui est en train de se passer depuis quelques années en CONCACAF, c'est évidemment l'émergence de Panama, que l'on a, voilà, je le disais dans certains lives, ils ont eu à digérer la première qualification à la Coupe du Monde de 2018, donc il y a eu un an ou deux où il a fallu digérer cela, voilà. Mais depuis, que ça soit chez les jeunes, même chez les filles, les féminines, ça travaille bien chez les jeunes, et on le voit chez les A qui sont dans les outsiders hein, de la Gold Cup cette année, bon, toujours derrière États-Unis et Mexique, mais Panama est en train, je pense, et va passer assez rapidement devant le Costa Rica si ça continue comme cela, surtout si le Costa Rica garde Luis Fernando Suarez, la bise à Pierre. Euh, Mais très concrètement, cette équipe panaméenne sur le tournoi, il y a beaucoup de monde qui l'a redouté, hein, très franchement, pour dire les choses. Même du côté des Bleus, on l'a redouté. Ils l'ont pas croisé, ils avaient un peu peur de la croiser, parce qu'il y avait quand même une puissance collective assez impressionnante. Et pour tout vous dire, la finale face au Mexique, ça a été une leçon. Je ne pensais pas que le Mexique pouvait se faire balader comme ça. Donc c'est absolument... voilà, le Mexique a explosé tactiquement, physiquement, techniquement. On a vu des choses côté panaméenne. Bon, après, tu sais, c'est aussi le jour J, tu réussis tout ce que tu veux. Mais ils étaient vraiment au-dessus du Mexique, qui est arrivé en finale, alors que très franchement, bah, toi, Baptiste, tu avais vu le Mexique de Diego Lainez, c'était autre Mm. chose. C'était autre Ah, chose. c'était autre chose. Ils avaient une équipe qui faisait quand même peur hein, à l'époque, en Voilà. 2018, donc il y a 5 ans. Ouais, Ouais, il y a 5 c'est ans. ça. Ça faisait peur. Hein, bah, genre, je sais plus le nom, hein, mais il y avait aussi en défense centrale le capitaine, il était assez balèze. Bah, il avait Lainez qui était bon. Non, ça faisait mal. Hein. Et là, c'était pas tout à fait le cas. Et ils n'étaient pas très impressionnants. Ils avaient un très bon duo défensif, notamment leur capitaine que vous voyez là, Ramon Rojas. Mais voilà, sinon c'était assez compliqué de manière générale. Mais ils se sont hissés en finale. Ils ont sorti les Bleus, qui sont la grosse déception hein, de ce tournoi. Il y a quelques joueurs côté bleu qui sont quand même, C'est voilà. bizarre, tiens. Ouais, ouais, ouais. Bah après, Maurice alors Revello, Euro 2021, Euro moins de 21 ans, là. voilà, Coupe très du Monde compliqué de de moins de fou. 20 ans. On est d'accord là-dessus. Coupe du Monde du vin aussi, où tu envoyais déjà. T'envoies pas déjà tes meilleurs joueurs, etc., etc. Il y avait quand même, voilà, il y a un joueur à part dans cette équipe de France, c'est Mathys Tel. Je crois que je l'ai déjà tweeté plusieurs fois, mais très franchement, ce garçon est sur une autre planète, et dans le bon sens du terme. Voilà, on lui a donné, Diomède lui a donné le brassard de capitaine, et je peux vous assurer que
le garçon est en avance sur les autres, hein. Vraiment. Bah, je pense que quand tu es au Ouais, Bayern, ouais, toute l'année pendant 1 an, tu c'est t'apprends ça. beaucoup, quoi. Et Et en j'ai fait. plus, il est intelligent parce qu'il a dit: «Moi, je suis au Bayern pour apprendre». Il veut rester au Bayern même s'il joue pas parce qu'il apprend, et c'est pas j'ai pas l'impression que ça ait explosé dans le cerveau en mode, «Je veux être Non. titulaire». Voilà, Ça a c'est l'air d'être ça. un mec qui est bien géré et qui grandit comme il faut, quoi. Et qui a ce qu'il faut dans la tête pour bien grandir et qui a l'entourage qu'il faut peut-être aussi pour bien grandir. Ce sont les organisateurs, je crois, qui lancent des invitations, Berthe, de manière générale. C'est pas une fédé. Ah, peut-être que si une fédé se propose, ils vont étudier, mais au final, ça reste toujours les Je organisateurs crois la qui Bolivie décident. s'est positionnée pour le Je 2024. pense que la Bolivie est très clairement positionnée pour les 10 prochaines années. Euh, Matistel bien au-dessus, voilà. Et en plus, c'est le comportement, c'est-à-dire que, c'est ce que disait Baptiste à l'instant, ce garçon est intelligent dans tous les sens du terme et son comportement, lui, est professionnel. Et c'est une phrase que j'ai dite et qui, je trouve, s'adapte, voilà, le symbolise bien. Il y a beaucoup de joueurs qui rêvent de devenir des grands joueurs. Il y en a qui pensent l'être et il y en a qui font tout pour, qui montrent qu'ils le sont déjà. Et Tel, très franchement, a tout pour être un très grand joueur parce qu'il a ce qu'il faut dans la tête et dans le comportement. Il y avait un joueur professionnel, Mathys Tel. Je dis pas que les autres l'étaient pas, hein, mais il y en avait un autre que tu sens qu'il est dans un autre type de club, avec un autre type de comportement. Voilà, la façon d'interagir avec les supporters, la façon de répondre aux gens, la façon d'être tout le temps disponible. Voilà, quand ils se font éliminer quand ils se font éliminer en demi-finale, voilà, comportement exemplaire. Quand ils perdent le match de la troisième place contre l'Australie après s'être fait balader, exemplaire aussi. Voilà, Matistel, incroyable, côté bleu. Et j'envoie un message à Jordan qui a déprimé sur le couloir droit, 100% lyonnais. C'était un festival. On attend de voir ces Lyonnais-là en première division. Je pense qu'on a bien moyen de se marrer. En 2020, il était encore à Montrouge. Ouais, ouais, mais écoute, ça va vite, hein. Bah, il est quand même très jeune encore, hein, Baptiste-Tel, hein. Ouais, mais alors, tu vois, le problème, c'est que, enfin, le problème, non, c'est ça, sa force, c'est que, bah, Matistel, t'as pas l'impression qu'il est si jeune là. Il est si jeune que ça. T'as l'impression que c'est un mec, tu vois, c'est rodé, quoi. C'est un pro. C'est un Ouais, joueur de mais foot professionnel, pro, grand joueur. Il y a rien qui déborde, quoi. enfin, à son âge déjà, avoir du temps de jeu au Bayern Munich, Ouais, c'est un signe, hein. c'est un signe, hein, parce qu'il y en a pas beaucoup, hein, qui ont commencé à cet âge-là au Bayern, hein. Il y en a qui y sont allés et qui se sont brûlés les ailes. Donc, Mmh. donc voilà. Mais voilà. Donc c'était la seule, voilà, l'une des grandes choses. C'est un peu le bilan rapide que l'on peut faire de ce tournoi. On verra l'année prochaine ce qui va se passer. On sait que l'année prochaine, il y a la perspective surtout des Jeux Olympiques qui seront pas très loin. Donc avec la possibilité, ben, on l'évoquait pour le Japon à l'instant, hein, parce que le Japon est un invité régulier du Révélo. Je pense qu'ils seront encore là l'année prochaine. J'en sais rien, hein, j'ai aucune Et info. est-ce qu'il sera organisé l'année prochaine, Il le sera organisé. Révélo? Alors, il sera organisé, et je vais te dire pour deux raisons, il sera organisé l'année prochaine. Déjà parce qu'on va être à un mois des Jeux, donc il y a peut-être la possibilité d'avoir de sacrées sélections ou de sacrés effectifs, puisque certaines équipes peuvent l'utiliser pour préparer les JO. Et il sera organisé pour une raison principale, c'est que l'année prochaine, c'est les 50 ans. Donc, Ah oui, bon. voilà. Déjà en finale de l'Euro de U17, Tel avait mené sa ligne de pression de main de maître contre les Pays-Bas. Ouais, ouais, non, mais c'est un joueur incroyable. Donc on verra l'année prochaine, je sais pas. Brésil-Argentine l'année prochaine, peut-être. J'en sais rien. Ça va dépendre aussi des qualifs sud-américaines. Je suis pas convaincu que l'Argentine de Mascherano arrive aux Jeux Olympiques. Attends, attends, attends. Oh, Et ils oh, sont à 2 doigts de récupérer l'organisation. Ouais. Voilà, alors si ah, les c'est Jeux se déroulent en Argentine, total ils seront régal. au JO. Mais Voilà, c'est ça, total régal, hein. L'Argentine de Mascherano au Mondial U20, le Attends, match attends, contre là, il y a des l'Ouzbékistan. émeutes en France. Je Ah, sens que Mascherano, il est sur le coup. Il est en train de se dire: «C'est peut-être trop dangereux, on va le récupérer, là». Ah, excellent, ouais, c'est fort probable en plus, il en est capable le bonhomme. Bon, on verra bien, on verra bien. Mais voilà, l'année prochaine c'est les 50 ans, on sera à un mois des JO, on espère qu'il y aura des bonnes sélections. J'en sais rien, hein, j'ai aucune info, j'en ai pas, enfin voilà, donc de toute façon, si j'en avais, je les Ce serait donnerais pas. sympa ça, alors après c'est une utopie, mais de voir Israël. Parce qu'Israël, coupe du monde U20, voilà, ils ont fait leur truc et ils sont quand même en demi de l'Euro monde 21. Et on est sur une génération C'est qui était intéressant. parce que dans l'histoire, Israël est allé très très peu dans des demi-finales de compétition européenne. La dernière fois, c'était, je sais, enfin la première fois, j'ai oublié la date, mais depuis 2019, ils ont fait deux derniers carrés, puisqu'en 2019, ils étaient dans le dernier carré de l'Euro U19.
Et ce sont ces gamins-là, une partie qui a fait la Coupe du Monde U20 et l'autre partie qui a fait la Coupe du Monde, l'Euro U21, où ils sont actuellement encore en demi-finale. Donc oui, il y a quelque chose qui se passe aussi du côté d'Israël, ça c'est clair. Et ça peut être intéressant. Après, peut-être qu'ils peuvent se qualifier aussi pour les Jeux, et tu vois, ça fait Bah, ils sont qualifiés pour Ils les sont Jeux. qualifiés pour les Jeux. Ah bah oui, je suis bête, ils sont Oui, qualifiés parce pour que les Jeux, l'Euro évidemment. l'Euro qualifie, donc là, il y a les Effectivement. 4 sélections, 4 sélections européennes qui sont qualifiées. Oui, oui, ils sont qualifiés, Comme ça sera... l'Angleterre ne peut pas se qualifier parce que Angleterre. Voilà. Et donc, oui, oui, effectivement, en plus, voilà, je l'ai mis à jour l'article de l'UEFA aujourd'hui là-dessus. Première qualif d'Israël pour les JO depuis 1976, d'ailleurs, si vous voulez savoir. Voilà, donc on suivra forcément le pendant l'année prochaine. Ça sera toujours un plaisir pour nous d'y retourner. Et puis, peut-être avec vos sélections, les gars, hein, on ne sait jamais. On espère. Ça m'étonnerait, la Bah, si Corée, la Corée du Sud va aux JO et qu'à un mois, elle se dit, tiens, on va préparer. ouais, enfin, la Corée du Sud n'est pas connue pour participer énormément au tournoi Maurice Revello, tu vois? Ouais. Bah, c'est à Ouais, toi de la Colombie travailler. un peu plus. Tu vois, là, ouais, c'est un peu plus possible, hein, À vous côté de travailler, colombien. messieurs. Je vous laisse faire. Je vous laisse faire.